technique que je vous ai filmée, il est temps de voir les lectures que j'ai faites au cours de ce mois de mai 2016 et rassurez-vous, j'ai quand même pas mal lu, ce qui pourra peut-être éponger le stock catastrophique de livres que j'ai à lire. La toute première lecture que j'ai faite était une lecture absolument nostalgique. Il s'agit d'une saga que j'ai déjà lue il y a très longtemps. Vous vous doutez peut-être de quel livre je vais vous parler, mais il s'agit des Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. Ce nom vous dit sans doute quelque chose, soit parce que vous l'avez lu plus jeune comme c'était mon cas, soit vous avez entendu parler du film qui a été adapté des 3 premiers livres il y a une bonne dizaine d'années maintenant je pense, ou bien vous avez entendu parler du projet de Netflix d'adapter cette saga en série avec Neil Patrick Harris comme comte Olaf, ça peut peut-être vous intéresser du coup. Pour ce qui est de l'histoire, on suit durant 13 livres les désastreuses aventures de 3 orphelins, les orphelins Baudelaire, qui au tout début du premier livre apprennent la mort de leurs parents, qui sont décédés au cours d'un incendie, et les 3 orphelins vont être trimballés de famille en famille en fait au fil des différents livres, et à chaque fois ils vont vivre des aventures pas forcément recommandables pour des enfants de 14 à 1 an. J'ai décidé de me replonger dans ce livre-là parce qu'il s'agit d'un bouquin que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Du coup, c'est vrai que pour moi, c'était une lecture très agréable. Cependant, c'est pas forcément une lecture que je vais recommander à quelqu'un qui découvrirait vraiment la saga, dans le sens où ça peut lui paraître un petit peu simple parce que c'est un livre vraiment jeunesse, hein, c'est pas du jeune adulte, c'est du jeunesse. Et ça peut paraître assez en décalage avec peut-être votre quotidien, vos lectures habituelles, donc ça peut être un petit peu spécial. Je l'ai lu cette fois-ci en VO parce qu'à l'époque, je les avais lus en français. À l'âge où je les ai lus, j'avais certainement pas le niveau pour me plonger là-dedans. Et pour moi, c'est un parfait livre pour introduire la lecture en VO si jamais c'est quelque chose qui vous tente, dans le sens où l'histoire, même si elle a quand même pas mal de termes soutenus, et ça c'est vrai, elle explique quand même pas mal de ces termes. En fait, l'auteur prend le parti de les expliquer à ses lecteurs. Et je trouve ça plutôt chouette pour apprendre de nouveaux mots de vocabulaire. Ce qui m'avait attiré à l'époque et ce qui m'attire toujours, c'est le parti pris de l'auteur de produire une histoire qui est assez sombre et assez, pas forcément glauque, mais assez difficile pour des enfants d'une dizaine d'années qui seraient intéressés par ce récit-là. Parce qu'on commence quand même l'histoire avec des gamins qui perdent leurs parents, donc c'est déjà pas très cool. Et en plus, ils se retrouvent trimballés dans le premier récit chez le comte Olaf, qui fait partie de leur famille, alors une famille très éloignée, qui est un personnage très sombre, extrêmement cruel avec ses gamins, qui les fait évoluer dans une ambiance qui est pas très saine, et du coup ça peut mettre très mal à l'aise des gamins, et ça je le conçois parfaitement. Je pense que c'est moi ce qui m'avait beaucoup plu à l'époque parce que c'était très différent de ce que j'avais pu lire, et c'est ce qui m'a de nouveau attirée pour relire ces livres. Mais je trouve ça vraiment chouette que l'auteur ait pu prendre le parti de mettre mal à l'aise son lecteur, surtout dans ces âges-là. Moi c'est quelque chose que je trouve cool, c'est assez risqué, mais pour le coup ça produit une série vraiment très différente de ce que j'ai pu lire. Ce qui est très intéressant aussi dans ces livres-là, c'est que l'auteur prend le parti de vouloir vraiment faire réfléchir son lecteur, puisque bon, je le sais à force puisque j'ai lu les autres livres, parce que dans chaque bouquin, il décide de faire découvrir aux orphelins et donc par extension aux lecteurs un domaine très précis. Dans celui-ci, on va aborder le thème du théâtre, de la loi. C'est des choses qu'on apprend et qu'on découvre là-dedans, et je trouve ça plutôt chouette d'apprendre en se divertissant, et c'est ce qu'a réussi à faire Lemony Snicket. Comme je vous le disais, c'est pas forcément le genre de bouquin que je recommanderais en tant qu'adulte si jamais vous n'avez jamais lu cette saga. C'est probable que ça ne vous plaise pas dans le sens où c'est très jeunesse et qu'on vous réexplique le sens de termes que vous connaissez déjà probablement, sauf peut-être en anglais si jamais vous débutez, et là ça peut être sympa. Il y a aussi le schéma qui est quand même assez répétitif dans chaque livre. C'est un petit peu toujours la même chose, les orphelins déboulent dans une nouvelle famille, ça se passe plus ou moins bien, et évidemment un élément perturbateur à peu près toujours le même déboule et vient perturber leur petite vie, et ils vont devoir se débrouiller un petit peu tout seul pour se dépatouiller de ces situations-là. Donc pour moi c'est vraiment une relecture ou une découverte à réserver aux nostalgiques, peut-être si vous voulez être en avance sur la série Netflix. En tout cas, les livres sont disponibles en VO et en VF puisque tous ont été traduits. Moi je les avais lus en bibliothèque d'ailleurs. J'ai ensuite poursuivi mes lectures avec la suite d'une saga que j'avais beaucoup aimée. En tout cas j'avais lu le premier tome qui m'avait fait une très forte impression. Ce livre c'est Siege and Storm de Leigh Bardugo. C'est donc la suite de Shadow and Bone qui fait partie de la trilogie Grisha. Dans Shadow and Bone on se retrouve dans un univers fantasy fantastique parce que vous avez tout ce qui se rapporte à l'univers un petit peu magique, puisque vous avez des personnes qui sont dotées de dons, qui s'en servent. Ça ressemble à de la magie comme on a eu l'habitude d'en voir. Et un univers fantasy parce que vous avez cette ambiance médiévale mais dans un univers russe, puisque le vocabulaire, le nom des personnages, le nom de leurs fonctions se rapportent vraiment très fortement à un univers russe. Dans cet univers, vous avez une partie du monde qui est à peu près inaccessible, qui coupe un petit peu cet univers-là en deux. Il s'agit d'une espèce de brume, d'une fumée qui
empêche les gens de passer, en tout cas vous pouvez passer, mais si vous traversez cette fameuse brume qui s'appelle The Fold, vous la traversez à vos risques et périls puisque des espèces de créatures ailées vivent dans cet univers-là, vont chercher à vous dévorer si vous passez par là, donc c'est plutôt pas recommandé, c'est très périlleux. Donc ce monde est divisé en deux et on cherche à le réunir et à faire disparaître cette brume et ces créatures pour établir une espèce de paix et de normalité. Dans le premier tome, on y suit une jeune femme qui a grandi ici et qui va avoir un destin, vous vous en doutez, pas banal puisque ça reste une trilogie fantastique fantasy, donc on va s'attendre à quelques petits bouleversements. Ce deuxième tome s'inscrit immédiatement dans la suite du premier, c'est-à-dire que l'action reprend tout de suite après. Je conseille fortement de se remémorer un petit peu l'histoire du premier tome si on veut pas être paumé parce que l'auteur, même si elle recadre un petit peu l'histoire, elle le fait pas à fond et ça peut être un petit peu perturbant pour se remémorer tout ce qui s'est passé. Ce que j'ai encore une fois aimé dans ce livre-là et ce que j'avais aimé dans le premier, c'est le côté très immersif du récit puisque on vous décrit toute une mythologie, toute une culture, toute une histoire de ce pays-là et elle est très bien faite. Je trouve que l'auteur exploite très bien. En tout cas, le lecteur tombe facilement dans son univers. J'ai vraiment aimé la première partie de ce livre parce qu'on avait un très bon démarrage, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal d'action, il y avait pas mal de rebondissements, il y avait aussi beaucoup d'éléments de l'intrigue qui nous étaient dévoilés. Ce que j'ai trouvé très intéressant parce que du coup on avançait très bien dans l'histoire, ça éveille forcément l'intérêt du lecteur parce qu'on lui présente tout un paysage qu'il va pouvoir mettre en perspective, quelque chose qu'il va pouvoir intégrer et se poser des questions et se dire tiens comment est-ce que ça va se passer ensuite. Malheureusement, il s'agit du deuxième tome d'une trilogie et malheureusement il n'a pas échappé aux fameux écueils qu'ont souvent ces deuxièmes tomes, ce que je regrette vraiment parce que j'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup le style de cet auteur, mais j'ai quand même eu une petite déception parce qu'on a quand même un deuxième tiers qui est quand même beaucoup plus lent, l'héroïne est quand même assez agaçante dans ce deuxième tome, j'avoue que j'ai eu du mal à la supporter. On sent une espèce de régression chez ce personnage principal parce qu'on est tout le temps sollicité par ses doutes, ses aléas psychologiques qui font que c'est pas toujours très intéressant dans le sens où c'est pas très bien amené par l'auteur en fait. C'est aussi des aléas psychologiques auxquels on s'attend parce que l'auteur nous y prépare et elle revient et revient dessus souvent. Donc c'est très agaçant parce que nous c'est l'intrigue qui nous intéresse. On l'aime bien le personnage principal mais ce qu'on veut c'est savoir comment l'histoire va se dérouler, comment l'intrigue va se déplier. Heureusement le bouquin se rattrape vers la fin, donc dans le dernier tiers de l'histoire. Malheureusement c'est un rebondissement qu'on voit un petit peu venir parce qu'en fait la deuxième partie du livre nous y prépare totalement. Donc c'était pas forcément très passionnant ni spécialement surprenant. Je dis pas que le premier d'ailleurs était extrêmement surprenant mais je l'ai trouvé mieux construit. J'ai trouvé que l'intrigue de ce deuxième livre n'était pas aussi solide et aussi bien construite que dans le premier. Il y a pas mal de lenteur et de répétition parce qu'il rend la lecture un petit peu longue et assez ennuyante parfois. À mon sens ça reste tout de même une bonne saga pour découvrir tout ce qui est fantastique et surtout fantasy parce que l'univers mis en place par l'auteur est quand même très intéressant, je le trouve assez riche. Pour ces choses là c'est plutôt cool si vous avez un petit peu peur de découvrir tout ce qui est fantasy, je pense que c'est une bonne introduction à ce genre là. Donc j'attends de voir ce que donnera le troisième, si jamais il me plaît, j'espère que ça pourra pousser certains d'entre vous si vous avez peur de découvrir la fantasy à vous plonger dans ce genre là. Et cette fois-ci on va parler d'un livre que je vous ai un petit peu présenté dans une de mes dernières vidéos, il s'agit de Bird Box de Josh Malerman. Alors de ce que j'ai vu dans les commentaires, je suis ravie parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont été tentés par cette lecture, ça a été un petit coup de cœur ce mois-ci, c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée. On est dans un univers post-apocalyptique, c'est-à-dire qu'une espèce de phénomène assez improbable et peut-être surnaturel, on ne sait pas, s'est produit sur Terre. Vous avez des séries de meurtres / suicides qui se produisent à travers le monde, c'est-à-dire que les gens d'un coup changent d'attitude, massacrent 2-3 personnes, puis se tue. Comme ça, du jour au lendemain, il n'y a aucun antécédent, aucune façon de prévoir ce type d'acte. Tout le monde flippe un petit peu parce qu'on commence à se douter que ces actes sont provoqués par quelque chose que les gens voient et qui les pousse à agir de la sorte. Les gens décident donc de se barricader chez eux, de se bander les yeux quand ils sortent dehors, de peur de se transformer en monstres, de tuer leurs proches et de mourir aussi dans l'affaire. Au début du livre, on y suit donc le parcours d'une jeune femme et de ses 2 jeunes enfants qui va décider de quitter la maison où elle était en sécurité pour rejoindre apparemment un autre endroit où elle serait peut-être plus en sécurité. Sauf qu'elle le fait évidemment à ses risques et périls puisqu'elle va devoir affronter la nature avec 2 jeunes enfants et elle-même évidemment, sans rien voir et forcément rencontrant des aléas pas forcément très joyeux sur le chemin.
Ce que j'ai adoré dans ce livre-là, c'est son ambiance qui est extrêmement pesante, très sombre, très sèche et très froide. Les enjeux de cet univers le rendent très effrayant, mais ils entraînent aussi une pression psychologique sur tous les personnages que j'ai trouvé très cool parce qu'on a l'impression que ça peut péter à tout moment. Parce que cet univers fait que vos réactions peuvent être très extrêmes. La peur, la tension, la méfiance, tous ces éléments-là sont décuplés dans cette histoire et forcément ça va avoir des conséquences particulières sur nos personnages. Ce qui va de pair avec cette ambiance, c'est le style de l'auteur puisqu'il est très sec, très simple et renforce forcément cette ambiance-là. L'auteur s'embarrasse pas forcément de détails, il va directement aux faits et il se concentre beaucoup sur la psychologie des personnages. Il se concentre sur leurs angoisses, sur leur méfiance, sur leurs désirs et c'est quelque chose que je trouve bien fichu parce que ça renforce ce côté psychologique que vous allez aussi ressentir à la lecture parce que c'est un livre qui m'a fait vivre des émotions. Si je vous dis ça, c'est que quand j'ai refermé le livre, j'avais peur de regarder par ma fenêtre. Le bouquin a tellement bien fait son travail chez moi que j'avais vraiment peur de voir quelque chose à travers ma fenêtre qui allait peut-être me transformer. En tout cas, j'étais méfiante vis-à-vis du paysage. J'ai eu cette sensation d'angoisse qui est restée. Et ben je trouve ça quand même hyper bien que le livre ait réussi à me faire vivre les émotions que ressentent les personnages dans la réalité. Là je vais évoquer deux éléments qui peuvent bloquer. Personnellement ils ne m'ont pas du tout dérangé, mais je préfère vous prévenir, ça peut être des points qui pourraient ne pas vous plaire. Il y a cet aspect de huis clos très fort. Vous avez pas non plus des tonnes de personnages qui vous sont présentés. Vous tournez quand même principalement dans les mêmes lieux, dans les mêmes univers, avec les mêmes têtes. Ça peut lasser, ça peut paraître très angoissant. À mon sens, c'est très cohérent avec l'histoire et très cohérent avec l'ambiance qu'a cherché à mettre en place l'auteur. Donc j'ai pas trouvé ça gênant du tout, mais ça peut déplaire. L'autre petit point négatif, c'est que l'histoire est pas la plus originale, en tout cas ni la moins prévisible. J'ai trouvé assez facile de découvrir quelle pouvait être l'issue du livre. C'est pas un point où je me suis dit tiens, je me demande vraiment comment ça va se passer. À peu près dès le début, je me suis doutée de ce qui allait se passer, de comment ça allait se terminer. Par contre, ce qui est intéressant, du coup, c'est comment on en arrive là. C'est ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est ce qui m'a plu. Mais voilà, si vous attendez un livre qui va vous surprendre de A à Z, je suis pas sûre que ce soit ça. Je pense que c'est plus une espèce d'expérience que vous pouvez ressentir à la lecture de ce bouquin-là que vous allez rechercher, mais pas l'histoire la plus originale et la plus surprenante du monde. C'est un livre que je pourrais recommander aux personnes qui ont aimé La 5e vague. Alors moi je n'ai lu que le premier pour le moment, mais vous avez ce même type d'ambiance un peu lourde où vous suivez quelques personnages qui tentent de survivre et forcément cet univers post-apocalyptique. Donc si vous l'avez aimé, je vous recommande de découvrir Bird Box. Ce livre-là, je vous en ai aussi parlé dans cette vidéo faisant la transition jeune adulte. Il s'agit de La vie inachevée d'Addison Stone d'Adèle Griffin. C'est un contemporain avec un tout petit aspect de thriller dans le sens où vous allez chercher à savoir ce qui est arrivé au personnage, quel a été son parcours. Et l'édition du bouquin est très particulière puisque vous avez des photos, des peintures, des articles de presse qui sont glissés dans le livre. Et d'ailleurs il ne s'agit pas d'un roman classique puisqu'il est constitué sous forme d'interview. Vous n'avez donc pas des chapitres auxquels vous êtes habitué avec quelque chose de très romancé. C'est vraiment un prénom, un nom et son point de vue, sa petite anecdote, la petite histoire qu'il a racontée sur l'histoire d'Addison Stone. Pour en venir au résumé, vous allez suivre l'histoire d'Addison Stone qui est une jeune artiste qui est retrouvée morte en fait au début du livre. Les circonstances de sa mort sont un petit peu troubles et au fil du livre vous allez découvrir sa vie à travers le point de vue de ses proches, de ses connaissances, des anciens petits amis. Je peux pas dire que ce soit un livre que j'ai adoré, mais il a certains points forts qui sont indéniables. L'un de ces points forts, c'est la construction du personnage d'Addison Stone que j'ai trouvé assez impressionnante dans le sens où ce personnage qui est mort est rendu extrêmement vivant et extrêmement présent par les descriptions qui sont faites d'elle. L'auteur a réussi à rendre ce personnage omniprésent alors qu'elle est morte. Il y a beaucoup de détails et témoignages qui la rendent assez crédible, en tout cas aux yeux du lecteur. Elle paraît pas du tout improbable et on a même l'impression que du coup cette jeune artiste elle a vraiment existé et qu'elle a vraiment exposé certains de ses tableaux dans les plus grandes galeries new-yorkaises. Son ombre elle plane en permanence sur le livre et ça le rend parfois un petit peu oppressant. Parce que ce personnage-là, il a une histoire très particulière et elle a aussi une personnalité très particulière, très intense et aussi assez sombre. Ces éléments, c'est vraiment quelque chose que je trouve capital dans la construction d'un livre parce qu'une intrigue bien construite, c'est génial, mais un personnage très fort, très présent, et je trouve ça encore mieux parce que ça rend la lecture vraiment intrigante, que ça rend la lecture plus crédible, que ça enrichit le livre tout simplement. Évidemment, il y a des petits points que j'ai pas aimés dans ce livre-là, dont la construction de l'histoire. Alors bien qu'elle se lise vite, je l'ai trouvée très linéaire. C'est vraiment très chronologique en fait. Ça aurait pu être en fonction de ses traits de personnalité, ça aurait pu être d'autres éléments marquants, mais là c'est vraiment son éducation dans la petite ville dans laquelle elle a grandi, ses premiers pas à New York, les bonnes et mauvaises relations qu'elle a faites, et ainsi de suite. Du coup, c'est
pas spécialement surprenant, c'est pas spécialement original ni sensationnel. Pour moi c'est un petit peu dommage, surtout quand on voit que l'auteur a mis le paquet sur la personnalité d'Addison Stone, on se serait attendu à quelque chose de peut-être plus flamboyant, de peut-être plus sombre, prenant, c'est dommage. Ce qui est dommage aussi, c'est le parcours d'Addison Stone. Bien que j'ai trouvé que l'auteur ait fait une très belle construction de ce personnage, son parcours est pas non plus surprenant du tout. C'est un petit peu le cliché de l'artiste maudit. Du coup, ça rend encore une fois pas le récit très original, ni très surprenant, ce qui peut être un petit peu dommage. Ce que j'ai trouvé aussi un petit peu dommage, c'est que certains éléments de sa vie ont été survolés, et pour moi c'est des éléments qui auraient pu être beaucoup plus intéressants, beaucoup plus sombres, et du coup plus enrichissants pour l'histoire en général. Ça a renforcé cette impression d'histoire très linéaire, très chronologique, et pas assez soignée pour le coup, alors que le personnage d'Addison Stone est très fort. Honnêtement, j'ai du mal à savoir à qui recommander ce livre-là, parce que j'ai vraiment la sensation que c'est le type de livre qui va plaire à certains, déplaire à d'autres, que ça dépendra vraiment de votre passé, de vos goûts, de vos expériences, ou ça dépendra vraiment de vous. J'ai ensuite terminé une trilogie qu'on m'avait prêtée, la trilogie du mal de Maxime Chatham. Dans ce cas, il s'agit de Maléfice, qui est le dernier tome d'une trilogie, alors qui peut se lire tout à fait indépendamment. Cependant, je tiens à mettre en garde les personnes qui voudraient s'intéresser à ce livre-là. C'est très graphique, c'est très glauque, donc si vous avez très peur de ce type d'éléments, je vous recommande pas Maléfice. Ce qu'a cherché à mettre en place l'auteur dans cette fameuse trilogie, c'est de mettre en avant des thématiques, des facettes de l'humanité qui peuvent provoquer quelques désastres, conduire à la construction d'êtres absolument diaboliques. Si je devais faire un résumé, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que des personnes sont retrouvées dans des cocons entourés de fils de soie, c'est-à-dire qu'ils sont retrouvés comme les proies des araignées. Et les enquêteurs vont chercher à savoir qui fait ça, comment il parvient à faire ça, parce que tisser un cocon à taille humaine, c'est quasiment impossible. Alors je le déconseille tout de suite aux arachnophobes, parce que des araignées on en parle tout le temps. Vraiment, si vous avez peur des araignées, fuyez, ça va pas vous plaire. Mais j'ai trouvé cette intrigue-là très intéressante parce qu'en fait j'avais jamais vu aucun thriller qui s'intéressait à ce thème-là, ou en tout cas qui construisait la mort des personnages, le profil psychologique d'un tueur autour de ça. Du coup j'étais assez surprise tout le long du récit parce que c'est peu commun en fait. Ce que j'ai aussi pas mal apprécié, c'est la vulgarisation scientifique qui a lieu au fil du livre, puisqu'on vous fait découvrir le thème des araignées, leur fonctionnement. Donc j'ai été très contente de découvrir de nouvelles informations sur le sujet, de voir comment l'auteur s'en servait pour construire un thriller autour. Ça donne envie d'en apprendre plus. Malheureusement pour moi, ça n'a pas été le même coup de cœur que In Tenebris, qui restera le coup de cœur de cette trilogie. J'ai trouvé ce livre-là un petit peu en dessous. Il y avait quelques lenteurs, surtout en début de livre. C'était pas hyper captivant. Je me suis accrochée parce que je savais que ça allait probablement me plaire ensuite. Ce qui m'a aussi un petit peu déplu, c'est que j'avais adoré être dans la tête du tueur dans le dernier livre. Ici, c'est un petit peu moins le cas. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans les thrillers, mais j'aime savoir ce que pense le tueur, où il en est, ce qu'il veut faire, quels sont ses désirs. Je trouve que ça rend la lecture plus angoissante et en même temps plus intéressante parce qu'on a vraiment d'autres points de vue. Ça apporte du relief à l'histoire. Je trouve que ça lui donne plus de force. Là, j'en ai pas eu tant que ça. Ça m'a un petit peu moins plu. Maintenant, ça ne gâche pas non plus l'histoire. Donc voilà, c'est une petite déception par rapport à In Tenebris qui était vraiment le point fort de cette trilogie. Cependant, si vous êtes vraiment amateur de thriller, vous avez pas peur du glauque, ça peut vous plaire. Je recommande quand même le style de Maxime Chatham qui est efficace et j'ai pas mis trop longtemps à lire ce bouquin là. Il est quand même long puisqu'il fait 600 bonnes pages et j'avoue que je les ai pas spécialement vues passer. Et vient le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci. Je suis tellement déçue de devoir admettre que c'était pas un coup de cœur. Je vous jure, ça me fait de la peine. Ce livre, c'est Yellow Brick War de Daniel Page. Il s'agit du 3e tome de la saga Dorothy Must Die, puisque j'ai appris très récemment qu'il ne s'agissait pas d'une trilogie. Je pensais avoir affaire au dernier tome, et en fait, un 4e est prévu pour 2017. Je sais pas jusqu'où l'auteur va aller, combien de livres elle va faire, si c'est 4, 5, 6. Mais malheureusement, pour moi, c'était pas le coup de cœur auquel je m'attendais, après l'immense coup de cœur pour Dorothy Must Die, qui est le 1er tome de la saga, dont j'ai fait la pub et je suis ravie qu'il ait plu à certains d'entre vous. Malheureusement, Yellow Brick War n'était pas à la hauteur du premier. Pour faire un rappel rapide sur ce qu'est Dorothy Must Die, il s'agit d'une réécriture du conte du Magicien d'Oz. On y suit dans le premier livre une jeune fille qui s'appelle Amy Gum, qui vit au Kansas et qui va être projetée du jour au lendemain dans le pays d'Oz. Un pays d'Oz qui n'a plus rien d'enchanteur ni de féerique, puisque Dorothy, qui était l'héroïne du conte, qui était partie de ce pays d'Oz, est revenue. Et en revenant, elle a transformé ce pays-là. Elle en pompe la magie un peu partout et elle a perverti un petit peu tout le monde, puisque tout ce qui était bon s'est transformé en mauvais. C'est un livre que je vous recommande vraiment pour son ambiance glaçante, pour son côté glauque, parce que vraiment ce qui s'est transformé en mauvais est extrêmement repoussant, extrêmement perturbant, et je trouvais ça
génial. Mais là où ça a été une déception, c'est que j'ai vraiment la sensation maintenant que j'ai lu le deuxième, que j'avais aussi moins aimé que le premier, c'est que j'ai l'impression que l'auteur découpe le livre en fonction de saison, comme si elle voulait mettre quelques éléments marquants dans un livre et enchaîner sur le suivant. Du coup, ça laisse vraiment un goût d'inachevé à chaque lecture, en tout cas au deuxième et troisième tome qui sont très courts. Puisqu'en général ils font à peine plus de 200 pages, donc c'est vraiment très court je trouve pour un livre, alors que le premier il en faisait plus de 300, je crois qu'il faisait 350 pages, et c'est dommage, et ça se ressent vraiment à la lecture en fait. On a vraiment l'impression que l'auteur elle a envie de mettre en place certains éléments, mais de constamment garder le lecteur en haleine, et on a constamment l'impression que les gros événements vont se produire dans les tomes suivants. Et c'est assez frustrant, malgré tout l'amour que je peux porter à cette saga. Il y a une première partie de livre que j'ai vraiment aimée parce qu'on se retrouvait dans un univers vraiment différent, une ambiance complètement différente des deux premiers, tout en gardant ce ton dynamique et un peu glauque que j'aime. Mais la deuxième partie de livre a repris les éléments que j'ai pas aimés dans le deuxième, en survolant des passages de l'histoire, en allant trop vite. C'est assez perturbant parce qu'on a l'impression que l'auteur bâcle son histoire alors que je suis sûre qu'elle a pas envie de la bâcler. Et c'est là où je dis qu'on avait l'impression d'avoir des épisodes en fait d'une série, de saisons à chaque livre. Malgré tout, j'ai adoré retrouver le style de l'auteur qui est extrêmement dynamique, extrêmement plaisant. J'adore la personnalité d'Amy Gum. En fait, elle a aucun filtre, cette jeune fille. Tout ce qui passe par sa tête, vous l'avez là-dedans. C'est assez acide parfois, c'est très drôle. J'aime beaucoup ce personnage, je la trouve très chouette, même si malheureusement ça reste un livre jeune adulte. Donc il y a des éléments jeune adulte qui reviennent, qui peuvent être assez agaçants. Mais je trouve que ça se contrebalance bien avec la personnalité d'Amy Gum qui est très intéressante. Donc je pense que je dirais le quatrième livre, c'est sûr, parce que j'ai lu celui-ci très vite, que je l'ai quand même apprécié, mais je suis déçue que ce soit pas le coup de cœur, la même impression, la même continuité de l'histoire du premier livre, que je vous recommanderais quand même parce qu'il est vraiment chouette. On verra ce que ça donne et j'espère que l'auteur saura se rattraper dans les prochains livres et qu'elle saura peut-être écouter la déception de ses lecteurs. Et c'est tout pour les lectures que j'ai pu faire au mois de mai 2016. J'espère que certaines de mes lectures ont pu vous intéresser. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme toujours, je serai ravie d'en parler avec vous. Je vous dis donc à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!